menons le combat pour le Mali de nos rêves, menons le combat pour le Mali développé. Créé il y a 4 ans, la Fondisma s'est depuis investi exclusivement dans la recherche de meilleures conditions de vie pour l'ensemble des couches les plus fragilisées par le handicap. Un parcours également passé en revue dans un film documentaire de 5 minutes. Une production au contenu bref, le combien édifiant pour l'assistance sur les actes posés par la Fondation dans divers domaines. Soirée de solidarité, de bienfaisance, le Téléthon de l'Espérance a été l'occasion pour les personnalités présentes de saluer, d'encourager et de magnifier l'engagement d'Ismaïla Konaté, lui-même handicapé visuel depuis plusieurs décennies en faveur des couches fragiles. Chacun y est allé de ses souvenirs, de ses commentaires, de ses anecdotes et toujours avec une forte émotion. Je suis né d'un père que je n'ai pas connu voyant. Ce père non-voyant m'est toujours apparu à mes yeux, à moi, comme étant un père normal, même très normal. Un père qui a été capable d'être d'abord le chef de la famille. Il n'y en avait pas deux, un et un seul. Des mots, des discours et autres témoignages pour accompagner le Téléthon de l'Espérance, mais aussi de la musique. Et ce soir-là, elle était l'autre véhicule pour transporter le message de solidarité de la Fondation. Expression de l'élan du cœur, le Téléthon de l'Espérance l'aura été. Près de 100 millions de francs CFA collectés. Une réussite, même si le chemin est encore long. D'où cet engagement renouvelé de la première dame, marraine de l'événement, à s'investir davantage pour une société malienne plus juste, plus équilibrée, plus solidaire. Ce Téléthon en faveur de la formation et de l'emploi des femmes handicapées engagera, j'en suis persuadée, les ressources financières pour atteindre les objectifs. Je voudrais donc lancer un appel à toutes les personnes qui sont là. C'est le geste qui compte. 1 franc, 2 francs, 5 francs, 5 000, 1 million, 2 millions. Je pense qu'il y a des gens au Mali qui peuvent donner beaucoup plus. Fin du Téléthon de l'Espérance 2014. Mais vos contributions sont toujours les bienvenues à Fondisma qui invite à la culture de l'espérance. Voilà, donc les dons continuent, comme l'a dit Modibo Soirée. Le mouvement populaire de soutien aux actions de changement vient d'organiser un rassemblement de ses militants au Palais de la Culture Amadou en Pateba. Il s'agit de soutenir la lutte contre l'impunité que mènent les autorités maliennes. Le reportage est de Cheikh Oumar Sangari. L'objectif de ces meetings est de soutenir la politique de changement prônée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'initiative est du mouvement populaire de soutien aux actions de changement MPSAC. Il s'agit d'aller vers une adhésion populaire aux idéaux de changement. Lorsqu'on veut faire un changement, c'est accepté par tout le monde, mais dès qu'on commence l'application, les gens commencent à ne pas comprendre. Les rencontres de ce genre permettent d'informer les populations sur les difficultés qui amènent à ces incompréhensions-là. Pour les organisateurs, le département de la justice est notamment soutenu à cause du rôle qui est le sien et les actes qu'il pose dans le cadre du changement. La justice est un maillon essentiel du projet de société du président de la République. Et le ministre a entrepris d'inlassables efforts depuis qu'il est là, allant dans le sens de l'assainissement de la justice. Nous sommes là aujourd'hui comme pour dire que nous sommes d'accord avec les actions posées par le ministre de la Justice. Au-delà de ces meetings, le MPSAC se veut un soutien constant au gouvernement. C'est un rappel des troupes que nous venons de réaliser aujourd'hui. Nous serons désormais là pour accompagner, s'il le faut, à travers des actions de soutien de ce genre. Le MPSAC est un mouvement populaire qui regroupe plusieurs partis politiques et organisations de la société civile de différents bords.
Suite à l'incendie qui a ravagé le marché rose de Bamako, le bureau politique national du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS exhorte le gouvernement à engager une réflexion sur l'organisation matérielle de nos marchés pour éviter ces séries d'incendies et à procéder à une enquête rigoureuse sur les causes de cet incendie. Et puis dans le même registre, c'est avec amertume et consternation que le Haut Conseil islamique du Mali a appris donc l'incendie au marché rose de Bamako et ont causé d'importantes pertes financières et matérielles chez les opérateurs économiques. En cette douloureuse circonstance, le président du Haut Conseil islamique ainsi que la communauté musulmane du Mali compatissent à la douleur des victimes et implorent Allah le Tout-Puissant et le meilleur des pourvoyeurs afin qu'il secourt les victimes par un commerce fructueux et des biens meilleurs. Le 23 mars de chaque année est déclarée Journée mondiale de la météo et le Mali y a adhéré depuis 1960. En prélude à cette journée, le ministre de l'Équipement et des Transports, le général Abdoulaye Koumaré, nous livre un message. Ces propos sont recueillis par Mahamadou Doumbia. Les activités de cette année sont focalisées sur le thème central, le temps et le climat. Mobilisons les jeunes pour relever les défis des changements climatiques. Je voudrais donc saisir cette occasion pour m'adresser à vous, et plus particulièrement aux jeunes qui constituent l'avenir, sur les responsabilités face aux impacts de la variabilité et des changements climatique. Ce thème nous interpelle tous, femmes, hommes, vieux, jeunes, pour qu'ensemble, nous œuvrions pour limiter les effets de la variabilité et des changements climatiques sur le développement de notre pays. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'eau. Au Mali, des centaines de personnes ont marché ce matin en faveur de l'eau. Elles demandent aux autorités et à leurs partenaires plus de financement du secteur eau et assainissement, car près de 4 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau, selon le président de la Commission nationale d'organisation de la journée. Ramata Konaté était de la marche sans compte rendu. L'eau est indispensable pour la vie. Pourtant, elle n'est pas la mieux partagée au monde, d'où ce plaidoyer. L'eau et l'assainissement pour tous. L'eau et l'assainissement pour tous. Un appel qui s'adresse aux uns et aux autres pour l'accès de tous à ces services sociaux de base. Le Mali n'alloue que 3% de son budget national pour le secteur eau et assainissement. Nous demandons un effort de 5% du budget. À nous-mêmes, population, nous devons aussi changer de comportement. Les gaspillages d'eau doivent cesser. Certains n'ont pas accès à l'eau potable. Et ceux qui en ont accès ne doivent pas faire un usage abusif. Ces changements sont nécessaires pour la couverture de l'ensemble du territoire national. Au Mali, aujourd'hui, 4 millions de nos compatriotes n'ont pas accès à l'eau potable. 10 millions de Maliens n'ont pas de toilettes adéquates. C'est extrêmement important. Le Mali s'est inscrit dans les OMD qui viennent à terme en 2015. Mais il est certain que nous ne pourrons pas respecter les OMD. Les marcheurs ont aussi suivi un sketch sur les difficultés liées à l'approvisionnement en eau dans nos villes et campagnes. Actualité dans nos régions. En 4e région, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a visité cette semaine quelques centres de formation à Ségou et à Markala. Il s'agissait pour Mahaman Babi d'évaluer les potentialités de la région en matière de formation professionnelle, entre autres. De Ségou, la correspondance de Kandesila. Le ministre Mahaman Babi a d'abord échangé avec les autorités régionales sur l'état des lieux de l'emploi et de la formation professionnelle et a ensuite visité le Cerfitex, le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile. Ici,
325 apprenants reçoivent des formations dans les filières électricité-bâtiment, teinture, impression et filature tissage. Parmi l'effectif, le premier contingent de jeunes déplacés. Autre centre visité par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est le centre Samankou Keita du complexe scolaire Institut et Lycée. Ce centre situé à Missira totalise dans le volet formation qualifiante des jeunes scolarisés ou non. Cette visite rentre dans le cadre de la supervision du projet ASEFOR. Donc c'est une manifestation concrète de la France à travers l'Agence française de développement pour accompagner le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Pour nous, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faudrait que les élus ici s'approprient tout ce que nous sommes en train de faire. Il ne s'agit pas de dire que c'est un projet d'un tel bailleur de fonds ou d'un tel ministère. Il faut que les élus eux-mêmes s'approprient ces programmes, ces projets, qu'ils mettent les moyens qu'il faut pour pouvoir les suivre et coordonner les différentes activités ici. Le ministre Babi et sa délégation ont enfin visité à Markala le site de 5 hectares devant servir à la réalisation d'un centre de formation des ressources à vocation agro-silvo-pastorale. Ce projet d'1,3 milliard de francs CFA a déjà reçu l'accord de l'AFD pour sa réalisation. Nous quittons Ségou et nous quittons le continent. La diplomatie gastronomique était à l'honneur hier soir à Washington à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Dans les locaux de l'ambassade de France, les pays francophones représentés dans la capitale fédérale américaine se sont donné rendez-vous. Présent comme chaque année, le Mali aura proposé un aspect de son savoir-faire culinaire avec à la clé un succès éclatant. Salif Sanogo nous propose son compte rendu tout en saveur. C'est le plus grand regroupement de francophones dans la capitale fédérale américaine. Des centaines de personnes qui se retrouvent pour célébrer la langue de Molière. Mais ici, la vraie vedette, ce sont les mets culinaires des différents pays francophones. Et dans cette diplomatie gastronomique, comme ici, au stand du Mali, le meilleur langage universel accessible à tous est certainement celui de la saveur des plats cuisinés. Vous le constatez au niveau du stand du Mali, l'attroupement et l'affluence que ça fait pour dire que les uns et les autres dans la famille francophone se retrouvent au Mali, où pratiquement la gastronomie malienne est en train de montrer toute la qualité et tout ce que l'on peut constater de positif dans la culture et dans la cuisine malienne. Au bord du fleuve Potomac, le public a retrouvé les saveurs du fleuve Joliba à travers une somptueuse sauce pâte d'arachide, une délicieuse sauce aux oignons, sans oublier le majestueux fonio et le savoureux plat de riz, ainsi que le pâté et les jus de gingembre et de bissap. Un délice pour les papilles gustatives et des senteurs qui parlent mieux du Mali que n'importe quel autre discours. La participation du Mali à cette fête de la francophonie aura été un véritable succès. Comme on peut le constater sur ces images, le public est venu très nombreux et la queue qu'on a constatée au niveau du stand du Mali, en tout cas traduit à suffisance le succès de cette participation, notamment à travers la pâte d'arachide, le tigadégué, ainsi que le fonio qui ont été proposés ce soir. En tout cas, des plats qui mettent l'eau à la bouche. Toujours hors de nos frontières, mais cette fois beaucoup plus près. Allons au port d'Abidjan. Le Mali, le Burkina et le Niger sont à l'honneur à la première édition de la journée portuaire. Les opérateurs économiques de ces trois pays ont été invités à Abidjan pour échanger sur les opportunités d'utilisation du port d'Abidjan après la grave crise ivoirienne. Une journée qui a été mise à profit par le Mali pour exposer toutes les difficultés rencontrées par ses usagers. La journée a été suivie par nos envoyés spéciaux Aoui Touré et Aruna Diarra. La journée du portier a été exclusivement organisée à l'intention du Burkina Faso, du Mali, du Niger, familièrement appelés les pays de l'Interland, des pays n'ayant pas d'accès à l'océan. Le port d'Abidjan est aujourd'hui dans une phase de reprise après la grave crise ivoirienne et pour son directeur général, il était devenu plus que nécessaire d'ouvrir ce genre d'échange. Malgré la situation sociopolitique qu'a connue le Mali après la Côte d'Ivoire, on s'est dit que cette rencontre est nécessaire parce qu'elle permet de faire le point de nos relations avec nos frères et clients en même temps maliens
par rapport à l'insatisfaction, à l'inperception de port autonome d'Abidjan. C'est un souci d'amélioration. Le port d'Abidjan reste vital pour l'économie malienne, mais cependant, les problèmes auxquels restent confrontés les usagers devraient trouver réponse dans un délai court. Bien, c'est en fait une occasion opportune pour échanger avec les partenaires du port autonome d'Abidjan. Nous avons un certain nombre de contraintes que nous rencontrons, tous les opérateurs économiques qui utilisent le port l'ont dit. Et ces contraintes sont de plusieurs ordres. L'engorgement du port, le manque d'espace pour que ce soit les magasins, que ce soit les espaces ouverts pour les marchandises maliennes. Et quelques tracasseries au niveau du port et des petits circuits qui de plus en plus pointent le nez. Et puis bon, nos camions qui ont des problèmes pour l'accès au port. Le ministre ivoirien des Transports venu présider la cérémonie d'ouverture a, au nom du président Alassane Ouattara, pris l'engagement de faire du port d'Abidjan un modèle reçu de coopération économique et d'intégration. Nous sommes entièrement à la disposition des pays frères parce que l'histoire et la géographie nous lient et pour nous, nous sommes conscients que l'intégration ne pourra se faire, des économies ne pourra se faire que lorsque ensemble nous allons réfléchir ensemble, nous donner la main pour construire les économies de nos différents pays. En tout cas, on aura remarqué une volonté de part et d'autre de rester dans un élan de partenariat, de dépendance réciproque pour le bonheur de l'économie des deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. En marge de la journée, la délégation a eu une séance de travail à la direction du port autonome d'Abidjan. L'occasion leur a été donnée de discuter directement des problèmes liés à leurs activités. Le président du Conseil malien des chargeurs revient sur les grandes lignes de la participation malienne. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Aoué Touré et Harouna Diarra. De la parfaite relation que le Conseil malien des chargeurs a avec le port d'Abidjan. C'est une relation très ancienne, mais que depuis les événements que nous avons absolument voulu remettre au bout du jour, et aujourd'hui nous faisons partie des premiers partenaires de ce port-là. Les chargeurs maliens sont venus nombreux, comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté aussi. Nous sommes venus nombreux parce que nous faisons passer presque 50% de nos marchandises par ce port-là. Nous importons environ 5 millions de tonnes. Quand nous faisons passer 50%, donc vous voyez ce qui peut se faire. Et je l'ai d'ailleurs annoncé au port d'Abidjan que nous pouvons faire plus, à condition que les discussions, que les entretiens, que les conditions qui feront que sur ce corridor-là, nous avons encore quelques soucis de tracasserie, quelques soucis en ce qui concerne le trieux, quelques soucis en ce qui concerne aussi la fluidité. Autant de problèmes qui, s'ils sont résolus, nous allons certainement faire passer encore par ce port d'Abidjan beaucoup plus de marchandises. Toujours par rapport à l'intégration africaine, cette fois à Bamako, un siège pour le port autonome de Dakar vient d'être ouvert à Bamako. L'immeuble de 2,5 milliards de francs CFA a été conjointement inauguré par le général Abdoulaye Koumaré, ministre de l'Équipement et des Transports, et Ismaël Diop, directeur de cabinet du ministre sénégalais de la Pêche et des Affaires maritimes. C'était à l'ACI 2000 ce matin, le compte-rendu de Moïse Traoré. 2,5 milliards, c'est le coût de construction du siège de la représentation du port autonome de Dakar à Bamako. Au niveau 2 de l'immeuble de 5 étages, les opérateurs économiques maliens seront en contact direct avec le port autonome et les autorités douanières du Sénégal. Des règlements se feront à partir de ces locaux. Toutefois, l'autorité malienne estime que l'application d'instruments de facilitation du trafic, tels le transit routier inter-État, TRIE, résoudrait la plupart des problèmes. S'il est vrai que des efforts sont faits sur le plan législatif et réglementaire, ainsi qu'au niveau des infrastructures, il n'en demeure pas moins, chers frères, que des obstacles liés à la fluidité
du trafic sur le corridor continue de renchérir les coûts d'exploitation des véhicules. Dans le cadre du transit routier interétat TRIE, un seul document devrait permettre la circulation d'un véhicule sans tracasserie. La facilitation va se ressentir dans les procédures, mais également aussi dans le processus de dématérialisation des procédures que nous avons enclenché depuis longtemps. Là où on avait un délai de, par exemple, de 112 heures, qu'on puisse en arriver à 48 heures, voire 24 heures. 70% du transit malien passe aujourd'hui par le Sénégal. Donc, étant orienté client, autant que faire se peut, nous cherchons à mettre à l'aise nos chargeurs maliens. Le ministre sénégalais de la Pêche et des Affaires maritimes est représenté par son directeur de cabinet. Une cérémonie qui a eu lieu non loin du monument Obélisque à Amdalaï ACI 2000. Première session de la structure mixte de concertation locale du projet d'appui institutionnel, un projet du ministère de l'Élevage et de la Pêche pour relancer ses activités. Mamouro Sidibé nous en parle. Quatrième du genre, cette session de la structure mixte de concertation locale du projet d'appui institutionnel au ministère de l'Élevage et de la Pêche est l'occasion de rediscuter des priorités et modalités de coopération. C'est là dans le cadre de la préparation du prochain programme indicatif de coopération. Ce nouveau programme pluriannuel devra confirmer les secteurs de concentration de l'aide belge, à savoir le développement rural et la décentralisation et déconcentration. Lors des débats à venir, nous devrons apporter des preuves concrètes et tangible de la pertinence de ces choix, de nos capacités à atteindre des résultats concrets et à gérer au mieux les fonds qui nous sont confiés. Cette session a toute son importance pour qui connaît la richesse en ressources naturelles des deux sous-secteurs élevage et pêche de notre pays. Plus de 9 millions d'unités bétail tropicales, environ 35 millions d'hectares de pâturage et près de 40 000 km² d'eau douce riche en poissons. Malgré cette richesse en ressources animales et halieutiques et leur prépondérance au sein des activités économiques de la population active du pays, les deux sous-secteurs contribuent encore faiblement à l'économie nationale, autour de 10% du produit intérieur brut pour l'élevage et seulement 4% pour la pêche. D'où la nécessité de mettre en œuvre un dispositif institutionnel fort stable. Pour l'année 2014, un certain nombre d'activités qui vont permettre d'atteindre les résultats du projet qui sont au nombre de 4, mais globalement qui vont permettre d'améliorer la performance du ministère dans l'encadrement de ces deux sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Et comme on le dit, par ricochet, quand on améliore la productivité et la production de l'élevage et de la pêche, on améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle surtout. Un budget prévisionnel de plus de 330 millions est alors alloué au plan de travail de l'année 2014, contre un peu plus de 110 millions en 2013. La présente réunion, selon les acteurs, est placée dans la perspective de la relance des activités du projet d'appui institutionnel au ministère de l'Élevage et de la Pêche. L'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal a tenu jeudi dernier la 3e session de son conseil d'administration à Manantali. Plus de 4 milliards de francs CFA seront investis dans les activités de l'agence au titre de l'année 2014. Le récit de nos envoyés spéciaux, Daouda Siliki Diarra et Mamadi Sidibé. Pour permettre à l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal de mieux contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans sa zone d'intervention, les administrateurs de la 3e session de cette agence ont examiné et adopté les rapports d'activité et l'état d'exécution du budget 2013. Ils ont également examiné le budget programme 2014 qui s'élève à plus de 4 milliards 680 millions de francs CFA. Il est très important que notre agence, la DRS, joue un rôle essentiel dans sa zone d'intervention sur le plan, à travers donc la réalisation d'investissements structurants et l'appui conséquent aux producteurs. Pendant l'exécution du programme d'activité 2013, la DRS a rencontré beaucoup de difficultés selon son directeur. Notre problème, notre épine aujourd'hui, c'est l'exploitation entière du périmètre B. Et la mauvaise compréhension par rapport au périmètre B. Donc, à la date d'aujourd'hui, tout est clair. Le périmètre B, c'est la polyculture. Les mesures sont prises en vue
de pouvoir exécuter les activités conformément à la pédologie du sol. Malgré ces difficultés dans les secteurs Bafouabé et de Kayo, la DRS a pu aménager plus de 2000 hectares destinés à la polyculture et à la riziculture dans les périmètres irrigués, villageois, les bas-fonds ainsi que les périmètres maraîchers pour les femmes. Nous pouvons dire que les résultats ont été à une hauteur appréciable. Et par rapport à l'année 2014, nous avons des prévisions. Dans le périmètre B de Malantali, plus de 130 hectares ont été aménagés pour la culture de contre-saison. Le périmètre B couvre 680 hectares. Le périmètre GH de Maïna couvre 880 hectares, dont 200 sont en cours d'aménagement à Maïnandi. Ces parcelles ont reçu la visite des administrateurs du conseil d'administration. La DRS se propose d'aménager 3700 hectares de bas-fonds dans les cercles de Bafouabé, Kaye, Yelimane, Kita, Djema pour booster l'économie locale dans sa zone d'intervention. Le Centre de recherche, d'études et de documentation pour le suivi de l'enfant Credos tient depuis hier la première session extraordinaire de son conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont examiné et adopté le document de projet d'établissement du centre. Il s'agit d'un document de planification sur 5 ans d'activité de la structure. Moustapha Dé. Pour les 5 ans à venir, le projet de budget du Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant, Credos, s'élève à plus de 3,5 milliards de francs CFA. Durant cette période, les responsables du centre entendent mettre l'accent sur la recherche et la formation du personnel. Nous avons environ 15 chercheurs inscrits en doctorat. Donc pour la première année, c'est accompagner ces chercheurs dans leur formation. Nous avons également 2 projets de recherche qui nous tiennent à cœur par rapport à l'utilisation de la téléphonie mobile pour améliorer les soins essentiels communautaires et établir un site de surveillance de la santé de la mère et de l'enfant. Cette session extraordinaire devra permettre de faire des propositions pour l'amélioration de la survie de l'enfant. Nous avons d'autres projets, des collaborations avec des universités extérieures telles que l'Université de Londres, la London School, l'Université américaine de Johns Hopkins, où nous comptons mener des recherches qui couvrent l'ensemble du pays pour donner de l'information par rapport à la mortalité, à la nutrition chez les femmes et chez les enfants. L'élaboration du projet d'établissement s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre du renouveau de l'action publique institué par les plus hautes autorités de notre pays. C'est pourquoi le département attache du prix à l'élaboration du projet d'établissement au niveau de toutes les structures. Les responsables du Credos affichent beaucoup d'ambition en orientant mieux les actions du centre afin de répondre aux exigences du développement en matière de santé. La commémoration du 61e anniversaire de la journée mondiale Raoul Folero, c'est demain, dimanche 23 mars. En prélude à l'événement, plusieurs dons ont été offerts à l'association malienne Raoul Folero. C'était ce matin. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, leur a offert des bœufs. Le point sur les donations avec Alpha Maïga. Ce geste de la fondation d'une téléphonie mobile de la place s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale Raoul Folero. Le don est composé de moustiquaires, des bœufs et une enveloppe d'un montant de 500 000 francs CFA. Le tout est destiné à l'Union malienne Raoul Folero. Notre action aujourd'hui s'inscrit dans l'esprit même du fondateur Raoul Folero et qui se résume en quelques mots: un monde sans exclusion, un monde sans lèpre. Vous contribuez sans doute, Madame la représentante, à donner à cette fête tout son sens et tout son éclat. Raoul Folero disait-il pas, vivre c'est aider à vivre, il faut que d'autres bonheurs pour être heureux. En plus de cette donation, voici quelques bœufs offerts par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'association. Une association qui s'apprête à commémorer le 61e anniversaire de la journée mondiale Raoul Folero. Les déplacés du nord de la commune 5 du district de Bamako ont reçu hier vendredi des dons offerts par la mairie d'Evry à travers la mairie de la commune 5. Ce don est composé de moustiquaires, seaux, nattes et cartons d'eau de javel.
pour environ 3 300 000 francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée à la mairie de la commune 5. Pour le représentant de la communauté d'agglomération d'Evry au Mali, cet appui s'inscrit dans le cadre du partenariat d'Evry, commune 5, vieux de 5 ans. Autorités communales et bénéficiaires ont salué cet élan de solidarité qui participe à l'amélioration des conditions de vie des déplacés. Fin du projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile dans le cercle de Kita et de Diema dans la région de Caille. Un projet financé par l'USAID à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA et exécuté par Save the Children. Il s'agit pour les initiateurs de renforcer les capacités des agents sanitaires. Fatoumata Kone. Après 4 ans de travaux, le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile, MCHIP, touche à sa fin dans 7 districts sanitaires, dont Kita. Ce projet visait un objectif spécifique. Le projet MCHIP, c'est un projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile qui vise à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, vraiment dans cette zone d'intervention. Le bilan, on peut dire, est positif. Donc, nous souhaitons vraiment la reconnaissance de ce projet pour l'intérêt supérieur vraiment de la population. Le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile, MCHIP, a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants dans la localité. On peut citer entre autres le renforcement des capacités des agents de santé du district sanitaire de Kita en matière d'offres de soins maternels et infantiles. Nous avons également la formation des AIC, des agents de santé communautaire, qui œuvrent au milieu communautaire pour vraiment l'amélioration de l'état de santé des enfants et des mères. En plus de cela, près de 4000 agents sanitaires ont été formés. Et d'ailleurs, les initiateurs ont jugé nécessaire de décerner des diplômes de reconnaissance à la société civile et aux organisations sanitaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en place effective de ce projet. Un projet financé à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA par l'USAID et réalisé par Save the Children. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur des kits remis à la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant de Tombouctou par son partenaire, l'UNICEF. Cet appui est destiné aux enfants du centre d'écoute et d'orientation et à 8 jardins d'enfants des villes de Rarousse et de Diré. Le reportage de Almouzer Al-Kamissa Yatara. Des couvertures, des tentes, des cartons d'habits et autres kits. C'est les dons offerts par l'UNICEF à la Direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou. La valeur de ces kits s'élève à près de 20 millions de francs CFA. Ces dons est destiné aux enfants qui sont les plus touchés pendant la crise. Je ne manquerai pas de féliciter et remercier l'UNICEF qui a su bien accompagner la direction avant la crise, pendant la crise et en post-crise où nous sommes aujourd'hui. Ces enfants-là, ces couches démunies, ces couches qui sont les plus vulnérables parmi nous autres vulnérables, ces couches-là nous interpellent tous. Nous sommes tous interpellés par les conditions de vie de ces couches. C'est pourquoi je réitère ce que la directrice vient de dire. Ce petit appui-là, nous appelons petit appui. Nous, UNICEF, si nous le pouvons, si nous le pouvions, on ferait tout avec les enfants et on ne prendra pas les enfants sans laisser leur mère. Cet appui s'allié par les autorités régionales concerne les centres d'écoute et d'orientation des 5 cercles de la région et 8 jardins d'enfants de ville de Rarousse et Guiré. L'UNICEF est dans son rôle. C'est soit en ce moment précis pour une région qui vient de sortir d'une crise. On amène du matériel, on amène des soutiens composés de tout ce que vous pouvez imaginer un kit utile. Donc ça servira non seulement aux enfants qui sont dans les jardins et qui ne sont pas aussi scolarisés. Cette intervention permettra de renforcer les capacités des jardins d'enfants et d'autres structures. Nous ouvrons la page sport avec tout d'abord cette nouvelle. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC a été battu en Égypte 2-0 par Wadi Degla au compte des 8e de finale aller de la Coupe CAF. Le match retour est prévu à Bamako dans une semaine. Et dans un instant, nous parlerons du match Real de Bamako, Espérance de Tunis, joué cet après-midi à Bamako donc. Mais en attendant, hier
au stade Mamadou Konaté, les 11 créateurs de Nyarela et le Nyanan de Koulikoro se sont séparés après un score de 0 but partout. En deuxième heure, Eliwidj FC d'Aguilok a neutralisé l'Uspas 3 buts à 1. Le reportage de Mamoutou Danté. Le club de la 8e région, l'AS Eliwidj d'Aguilok, obtient sa deuxième victoire en championnat national Ligue 1. Cela après 11 journées disputées. Au stade Mamadou Konaté, les Kidalois se sont imposés devant l'Union sportive des forces armées de sécurité l'USFAS 3 buts à 1. Les choses sont allées très vite. Dès la 6e minute, Modibo Dambélé ouvre le score pour Eliwidj FC. Dès l'instant, le doute s'installe chez les militaires. C'est ce score d'un but à 0 qui nous renvoie à la mi-temps. En seconde période, à la 48e minute, le gardien de but Eliwidj FC, Soumaïla Diawara, touche le ballon de la main hors de sa surface et sort sur carton rouge. Sur le coup, l'USFAS égalise à la 55e minute par Amadou Diallo. Malgré l'infériorité numérique, Eliwidj FC marque successivement à la 63e minute par Abdoulaye Bangoura et à la 77e minute par Mamadou Sidibé. L'espoir des militaires reste brisé. 3 à 1, c'est le score final en faveur d'Eliwidj FC. C'est une victoire qui va nous faire énormément de bien. Après 11 journées de championnat, ça c'est notre deuxième victoire. Donc le doute s'installait petit à petit, mais heureusement que dans la semaine, les joueurs ont promis qu'ils feront tout pour gagner. On a gagné vraiment, Dieu merci, ça va. Eliwidj, c'est une équipe qui se cherche, qui a le couteau sous la gorge. Pour nous, les jeunes, ils pensaient que c'est déjà arrivé. Donc il fallait, ils ont minimisé l'équipe. C'est ça qui a fait que l'équipe a chuté. Dernier à l'issue de la 10e journée, cette victoire permettra à Eliwidj FC de se hisser à la 13e place au classement provisoire de la 11e journée. Auparavant, les 11 cratères de Nyarela et les Nyanan de Koulikoro se sont partagés les points par le score d'un but partout. Un résultat qui donne de l'espoir au Nyanan de Koulikoro qui effectue ici son deuxième match nul après sa lourde défaite contre l'AS Real de Bamako lors de la 9e journée. Parlons à présent des compétitions africaines des clubs. L'AS Real de Bamako et l'Espérance sportive de Tunis ont fait match nul, un but partout au compte de la manche aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. C'était au stade Omnisport Modibo Keïta en présence de notre reporter Al-Jumatina. La manche allée de l'affiche AS Real de Bamako, Espérance de Tunis n'a pas connu de vainqueur. À l'arrivée, Scorpion et Espérantis ont fait un but partout. Un match nul heureux pour les Noirs et Blancs de Bamako, d'autant plus que les sang et or de Tunisie n'étaient pas loin de repartir avec la victoire. À la 26e minute, l'Espérance va sortir de sa torpeur, à l'image d'Oussama Daraghi qui fait parler sa puissance et sa technique, pour offrir ses caviars à Aitem Jouni, qui marque. Dès lors, le Real va passer à côté de la première mi-temps, qui voit l'Espérance mener au score. Le retour des vestiaires va énormément faire du bien aux Scorpions, qui vont se montrer plus conquérants dans le duel. L'Espérance aura du mal à contenir les assauts et durcir son jeu. Conséquence, le Real va obtenir à la 78e minute un coup franc. Le coup de pied, idéalement décomposé, sera transformé par Moussa Doumbia. Un but partout, ce sera le résultat final. On était venu ce soir pour se quitter ici sur une victoire. C'est-à-dire de tout faire pour gagner le match. Mais ne pas perdre aussi, c'est de ne pas perdre. Parce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit soit on gagne, mais on doit tout faire quand même pour ne pas perdre chez nous. Et après le match retour, on verra comment ça va se passer. Avant le match, c'est un bon résultat. Moi, je pense que c'est pas un bon. Bien sûr, le résultat, c'est bon. Mais la façon où nous jouons, c'était pas bon. Oui, c'est toujours une bonne équipe, techniquement bien organisée. Bien le 1 contre 1, c'est une bonne équipe. Ces scores de l'aller obligent les Scorpions à se surpasser au retour dans une semaine en Tunisie. Voilà, cette page sport met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour les rendez-vous de demain, Actu Hebdo reçoit la directrice générale de l'espace communication monde, Madame Cissé, Fatoumata Kouyaté. Elle nous édifiera sur la première édition de Textile Création. Ibrahima Djambélé et ses invités parleront également de la nouvelle représentation du port autonome de Dakar à Bamako qui a été inaugurée ce matin. Actu Hebdo, c'est à partir de 12h demain dimanche.
Et à 13h, vous serez avec Nyanya Elou Traoré. Je me ferai le plaisir de vous retrouver, s'il plaît à Dieu, à 20h. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM.